Une origine certaine alors, c'est le texte de 98, je crois, de Daniel Coste, Daniel Moore et Geneviève Zarat, qui s'appelle Compétences plurilingues et pluriculturelles. C'est une étude qui a été, je pense, proposée par Daniel Coste à un moment où le cadre européen n'était pas terminé. On est en 98. Le cadre européen commun de référence a reçu une première version en 96, première version qui a circulé pour réaction de la part des destinataires. Alors moi j'ai pas gardé cette version provisoire, j'ai eu tort, parce que j'ai pas pu vérifier quelque chose, donc je vais vous faire part. Et le cadre est publié en 2001, donc après l'étude de Coste, Moore et Zarat. Bon, et là, c'est clair, on parle de compétences plurilingues et pluriculturelles. Le cadre reprendra pluriculturel, mais ensuite le Conseil d'Europe changera vers interculturel sous les conseils de Michael Byrom, qui est un des grands Manitou dans le monde anglophone de l'éducation interculturelle. Donc, dans ce document, on déploie assez largement le concept de compétences plurilingues, qui est en gros de dire tout locuteur est plurilingue, par définition, parce qu'il est doté de la faculté de langage, et que si la faculté de langage est activée dans les bonnes conditions, c'est-à-dire si elle est activée quand on a besoin d'une langue et quand on est exposé à cette langue de manière forte, les appropriations s'effectuent naturellement. On n'a pas besoin d'enseignement pour apprendre les langues. On n'a pas attendu les professeurs de langue pour savoir les langues, grâce au ciel. Donc, si on pose que tout locuteur est effectivement ou potentiellement susceptible de s'approprier des langues nouvelles, des langues inconnues, on pose bien que d'une manière ou d'une autre, le rôle de l'école, le rôle de l'institution scolaire serait d'accompagner le développement de cette compétence. De la même manière que l'école cherche à développer les compétences cognitives intellectuelles, les compétences physiques, les compétences esthétiques, les compétences de créativité de tous les enfants. Donc on pose que par rapport à la doxa antérieure dans laquelle pendant longtemps on a dit qu'apprendre plusieurs langues en même temps c'était dangereux, que si les enfants apprenaient plusieurs langues ils allaient les mélanger, que d'apprendre plusieurs langues en même temps c'était plein de faux amis, donc avec des pièges épouvantables, lexicaux, lesquels on ne peut plus sortir. Donc il y a eu pendant assez longtemps une représentation globale de ce qu'on appelait le bilinguisme à ce moment-là, qui était une représentation prudente, voire négative. Et puis les choses se sont petit à petit renversées. Petit à petit, ça n'a pas disparu. Hein. Par exemple, en Croatie, dans le système éducatif en Croatie, on n'arrive pas à introduire une deuxième langue étrangère en ce moment. On fait que de l'anglais parce que les parents d'élèves disent ah oui, mais si on introduit de l'allemand, qui est quand même la porte à côté, et de l'italien, qui est la porte à côté aussi, ça va créer des problèmes et nos enfants, nos étudiants vont apprendre aucune langue. Donc c'est pas terminé cette histoire. Mais disons qu'il y a quand même un courant de pensée et qui est entré un peu dans l'opinion publique, hein, grâce à des travaux comme ceux de Claude Lagage, dont ce n'est pas le métier, mais qui a beaucoup contribué à diffuser ces idées-là. Hein. Bon, on admet que développer le répertoire linguistique
des personnes, c'est une responsabilité importante de l'école. Et donc dans ce texte de Coste apparaît, elle apparaîtra ensuite, mais apparaît la notion de répertoire linguistique individuel. C'est-à-dire qu'on pose que tout locuteur est doté de ressources linguistiques, insoupçonnées quelquefois de lui-même, ou quelquefois sous-estimées, ou quelquefois cachées. Il y a beaucoup d'élèves qui, et même encore maintenant, prétendent ne pas parler certaines langues parce que c'est des langues de la migration. Dire que vous parlez berbère, c'est pas nécessairement valorisant dans un contexte donné. Et il y a des enfants qui disent « bon, je parle pas berbère ». Donc, il y a des langues dont on ignore la présence finalement, qu'on a oubliées avec le temps. Le temps est passé dessus, et puis on a oublié que... Moi j'ai parlé italien jusqu'à l'âge de 11 ans, et puis j'ai oublié que je parlais italien. Puis je m'en suis rappelé 30 ans plus tard. Bonjour, enfin, une belle nuit aussi. Bon, voilà, d'un seul coup, boum, voilà, je dis tiens, ça sort d'où? Pourtant c'était là, mais c'était pas activé, et donc ces langues qu'on a mis au congélateur, ces langues qu'on ne veut pas entendre, ces langues qu'on ne veut pas voir, ces langues dont on a honte, ces langues dont on dit qu'on les parle mal, etc. Elles sont là, elles font partie des ressources. Et ces langues, par langue, j'entends évidemment toutes les variétés linguistiques, hein. C'est-à-dire simplement les langues institutionnellement dotées d'un statut de langue officielle, mais toutes les... Alors, nous on dit variétés linguistiques, hein, qui sont présentes sur un territoire et que les locuteurs peuvent connaître, et qui englobe ce qu'on appelle d'habitude les langues régionales, les patois, les dialectes, etc., qui sont aussi des ressources verbales importantes. Donc on pose que tout locuteur est doté, se dote, se construit tout au long de sa vie un répertoire de ressources linguistiques qui consiste en la maîtrise variée à plus d'un degré de ces variétés linguistiques, que ce répertoire est évolutif, que certaines compétences dans certaines langues se construisent, que certaines compétences dans d'autres langues disparaissent, que le répertoire s'élargit ou se rétrécit, qu'on y fait entrer de nouvelles variétés, ou qu'il y en a un certain nombre qui sortent par des emplois ou des amours, c'est selon. Et que, bien sûr, dans ce répertoire, la maîtrise des langues n'est pas égale. Toutes les langues ne sont pas maîtrisées au même degré, et une même langue n'est elle-même pas maîtrisée au même degré en fonction des compétences. Il se peut que dans une langue donnée, on n'ait qu'une seule compétence. On peut avoir une compétence de compréhension d'écrit, par exemple, dans une langue, sans avoir capacité de parler. Et moi, j'ai connu, et vous aussi peut-être, beaucoup de professeurs de littérature française à l'étranger, qui étaient des grands spécialistes de Flaubert, d'ailleurs, un des plus grands spécialistes si j'ai bonne mémoire, de la correspondance de Flaubert était de Sicile. Il y a un grand spécialiste de Proust, c'était aussi l'université de Milan. C'est des gens qui faisaient leur cours en italien parce qu'ils n'étaient pas en mesure de construire une intervention orale. Bonsoir. Une intervention orale en français, parce que c'est comme ça. Donc, on peut avoir alors ce qu'on va appeler des profils de compétences. Hein, ce que le cadre va permettre de caractériser. Des profils de compétences individuelles par langue. C'est-à-dire que dans chaque langue, il est très possible qu'un locuteur n'ait pas le même degré de compétence partout. Alors, évidemment, au niveau A1, d'accord, il est débutant partout, voilà, il est au même niveau, entendu. Mais par la suite, en fonction des usages, des curiosités, des emplois, des relations sociales, des vies, tout simplement, des compétences se développent de manière différenciée. Donc on peut avoir de très bonnes compétences d'interaction orale, de conversation, mais pas être capable d'écrire un texte, très, très difficilement.
On peut avoir de bonnes compétences en lecture, et de moins bonnes compétences en compréhension de l'oral, par exemple, etc. Donc on part de l'idée que un locuteur peut être doté d'un répertoire de ressources langagières qui est constitué de variétés linguistiques. Ce répertoire est un répertoire évolutif, quelquefois instable, dynamique, au hasard des rencontres humaines, au hasard des emplois, au hasard des voyages, au hasard des curiosités intellectuelles ou esthétiques, et donc que ce répertoire bouge tout au long de la vie, et aussi en fonction de la représentation que le locuteur se fait de son répertoire. Puisque si le répertoire, si un locuteur se vit comme monolingue, c'est sûr qu'il ne va pas être très tenté de développer son répertoire en disant « Oh là là, oui, mais moi, je ne suis pas doué pour les langues, entre guillemets, et donc c'est même pas la peine que j'essaye. » Et que donc il n'est pas impossible que les ressources accumulées, mais aussi la représentation qu'on a de ces ressources, influent sur la capacité de chaque répertoire à être dynamique, à évoluer en fonction des besoins et des désirs. Il n'y a pas que les besoins engagés dans la vie, heureusement. Bon. Alors, c'est ce qu'on trouvera, c'est ce que vous trouverez dans le texte de Daniel Coste, Moore et Zarat.